Romifos Adjanarsou n'a toujours pas présenté de document confirmant son acquittement, ce qui accroît les spéculations des observateurs concernant le fait qu'elle soit toujours condamnée, mais sa libération a été grâce à l'IRS, une mesure de réduction de peine du Royaume-Uni. Les étudiants de Footfourn ont repris aujourd'hui leur manifestation. Selon eux, leurs revendications n'ont pas encore eu de réponse satisfaisante. Ils réclament des actions concrètes et non des promesses. Dans l'actualité internationale, les émeutes d'une violence inédite depuis plus de 10 ans ont continué dimanche au Royaume-Uni, où au moins 2 hôtels hébergeant des demandeurs d'asile ont été pris pour cible. Le Premier ministre Keir Starmer a promis que les casseurs anti-migrants et islamophobes regretteraient leurs actes. Romifos Adjanarsou n'a toujours pas présenté le document confirmant son acquittement ou annulant la décision du tribunal de Londres qui l'a condamné. 48 heures après son passage sur TV5 Monde et plus d'une semaine depuis sa sortie de prison au Royaume-Uni. Les spéculations continuent de croître parmi les observateurs concernant le fait que sa libération ne soit en réalité grâce à l'IRS ou l'Early Removal Scheme en vigueur au Royaume-Uni, une mesure de réduction du nombre de prisonniers dans le pays. Les prisons britanniques étant surpeuplées, les détenus ayant purgé un quart de leur peine, comme Romifos qui a purgé 11 mois de ses 42 mois, peuvent être libérés de manière anticipée, à condition qu'ils ne présentent pas de danger pour la sécurité publique, ce qui inclut les condamnés pour terrorisme, meurtre ou viol. Romifos a été condamné pour corruption et recherche d'avantages personnels, ce qui répond aux conditions de cette mesure. Elle possède également la double nationalité française et malgache, ce qui pourrait influencer sa situation. Cependant, les bénéficiaires de cette forme de réduction de peine ne peuvent pas faire appel de l'affaire devant le tribunal local, car l'ordonnance du tribunal précédent reste en vigueur. Ainsi, le verdict du 10 mai condamnant Romifos à 42 mois de prison est définitif et aucun signe de protestation n'a été entendu depuis son émission. En plus des conditions mentionnées, le critère de bonne conduite a été souligné par Romifos lors de son passage sur TV5 Monde. Toutefois, sa présence en France, où elle a été interviewée, confirme également les préoccupations des observateurs. En effet, l'un des critères fixés par les autorités britanniques est que, dès sa libération, la personne bénéficiant d'une remise de peine doit quitter immédiatement le territoire du Royaume-Uni et ne plus y revenir. La raison n'est que l'ordonnance du tribunal britannique, qui l'a jugé coupable, est toujours en vigueur sur le territoire et toute violation de l'accord de l'IRS entraînera l'application immédiate de la sanction prononcée par le tribunal. Romifos se trouvait à Paris samedi dernier et il est important de noter que, conformément aux objectifs du gouvernement britannique, de nombreux prisonniers, pas seulement Romifos, ont été libérés en raison de cette politique de réduction du nombre de prisonniers. Cependant, Romifos n'a apporté que la question de la bonne conduite lors de son passage sur TV5 Monde, omettant de mentionner ces autres conditions. Une vidéo réalisée par Fanny Suernev sur Facebook confirme les doutes des observateurs concernant cette situation. L'ERS est un contrat qui engage à vie. Demandez-lui de présenter la décision du tribunal prouvant son acquittement, si c'est vrai. En réalité, elle n'a signé qu'un contrat de l'ERS. Demandons-lui également de revenir au Royaume-Uni, à Londres. Si elle a été innocentée, elle a le droit de poursuivre le NCA et la société Gemfield pour demander des dommages et intérêts après avoir été emprisonnée pendant 11 mois, mais blanchie. Cependant, elle ne pourra certainement pas faire cela, car elle risque d'être arrêtée dès son arrivée à l'aéroport. L'affaire Romifos a attiré l'attention du monde sur Madagascar et terni l'image de la nation malgache. Face à cette situation, les politiciens appellent les autorités locales à poursuivre l'enquête afin d'établir l'état de droit. J'ai été surpris de la voir monter immédiatement sur un plateau après son départ de Londres. C'est du jamais vu. Elle s'est exprimée immédiatement sur TV5 Monde. Jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve tangible confirmant la libération de cette ex-directrice de cabinet de la présidence. Le peuple malgache attend son retour avec impatience. Qu'est-ce qui empêche les dirigeants de mener une enquête approfondie sur cette affaire si elle rentre au pays? Il ne faut pas oublier
que l'affaire Gemfield a fait fuir de nombreux investisseurs étrangers, ce qui a conduit à une idée nulle durant le premier mandat du président. Certains pourraient se demander comment les dirigeants pourraient enquêter sur l'affaire Romy Vos, étant donné qu'elle était directrice de cabinet de la présidence au moment de son arrestation. Cependant, cela ne devrait pas empêcher l'ouverture d'une enquête, elle reste une citoyenne. Chacun attend donc que les dirigeants, par le biais du système judiciaire du pays, qu'il s'agisse du Bianco, du PAC ou du TPI, ouvrent une enquête. L'issue de cette enquête n'est pas nécessairement qu'elle soit coupable, mais on ne sait pas. Ny TPI dia afaka atao tsara ny manao fanadihadiana zany ny fanadihadiana tsy midika hoe tena hoe omeloka koa izy ao anatin'le tantara tsy fantatra. Andradzuil est appelé, au nom de la transparence, à donner des instructions aux responsables à tous les niveaux pour ouvrir une enquête sur l'affaire Romy Vos en tenant compte des préoccupations exprimées par les observateurs. La prise de responsabilité de Christian Tsaï et son gouvernement à venir est également attendue afin de redorer l'image de Madagascar sur la scène internationale à la suite de cette vaste affaire de corruption impliquant une personnalité de haut rang. Les étudiants de l'école polytechnique de Voetvoorn ont repris leur manifestation tôt ce matin en brûlant des pneus devant l'enceinte de l'université. Les forces de l'ordre sont également arrivées en grand nombre à dès l'aube. Selon les étudiants, ils attendent une bourse de 6 mois et non le versement de la bourse de 3 mois en 2 mois selon le calendrier de versement publié par le ministère de tutelle. Le ministère a publié ce calendrier de versement prévoyant une bourse de 3 mois répartie sur 2 mois que nous refusons, surtout en raison de la blessure de notre camarade. Nous réclamons soit d'obtenir la bourse de 3 mois en 1 semaine, soit c'est le versement de la bourse de 6 mois qui se fera selon leur calendrier. Nous revendiquons non seulement notre bourse, mais aussi l'amélioration des infrastructures et la mise en service de la connexion Wi-Fi. Nous ne permettrons pas que le sacrifice de notre camarade soit vain. Les promesses concernant l'amélioration des infrastructures universitaires ne sont plus acceptées, ont-ils déclaré. Ils attendent des travaux concrets et achevés. Vers le mois de juin, les responsables sont venus sur place et ont vu l'état des lieux. À ce moment-là, nous étions en train de nettoyer et avons profité de leur visite pour leur exposer la situation. Ils ont promis de commencer les travaux de réhabilitation. Cependant, cette promesse n'a pas été tenue jusqu'à ce jour. C'est pourquoi nous continuons à manifester. Rappelons que parmi les revendications de ces étudiants figure le versement de leur bourse de 6 mois, l'amélioration des infrastructures universitaires qui n'a pas été effectuée depuis de nombreuses années et la mise en service d'une connexion Wi-Fi pour faciliter leurs études et recherches. Ils ont souligné qu'ils attendent des solutions tangibles et non des promesses creuses et des résolutions en l'air. Si leurs revendications ne reçoivent pas de réponse, leur lutte et leurs manifestations continueront. Les 3 grands piliers du développement du pays, dans le secteur de l'éducation, sont négligés et ne figurent pas parmi les priorités des dirigeants actuels, a déclaré un analyste politique. Selon lui, les problèmes récurrents du secteur de l'éducation au cours des 5 dernières années témoignent de l'échec de la politique éducative gouvernementale et a entraîné la détérioration grave de l'éducation qui compromet l'avenir de la jeunesse malgache. Les réalités actuelles de l'éducation dans le pays conviennent-elles aux nouveaux députés élus? C'est pourquoi ils soutiennent sans réserve le nouveau gouvernement qui sera mis en place. Dans le contexte national, l'éducation est essentielle au développement. En effet, les 3 piliers du développement sont la culture, l'éducation et la recherche, ainsi que la production. Nous ne pouvons ignorer ces 3 éléments fondamentaux. Comment se présente l'éducation dans le pays, de l'enseignement de base à l'enseignement supérieur? Selon les statistiques publiées par la Banque mondiale, la position de Madagascar en matière d'éducation
est très préoccupante. Comment pouvons-nous espérer nous développer dans ces conditions? Quelle est la situation de la production à Madagascar? Le secteur de l'énergie est en crise. Comment pourrions-nous produire dans de telles conditions? Les problèmes à résoudre sont donc ceux de l'éducation, de la production et de la culture. Outre la revendication des bourses, qui constitue un problème récurrent chaque année, les infrastructures universitaires demeurent médiocres et les salaires des enseignants ne sont pas versés comme ils le devraient. Je ne blâme pas mes frères et cadets dans les universités qui manifestent et réclament leurs droits, car beaucoup de choses dépendent effectivement de la bourse. Mais au-delà de cette question, d'importants problèmes persistent au sein des universités. Les infrastructures sont insuffisantes, les enseignants sont mal rémunérés et les équipements et matériels nécessaires aux recherches des étudiants font défaut. L'État devrait au minimum garantir ces aspects essentiels. Si nous pouvons satisfaire ces besoins de base, nous pourrions commencer à avancer vers le développement. L'avenir du pays reste incertain et nous ne savons pas où Madagascar se dirige. Cherche-t-on réellement à détruire le pays en négligeant ainsi le secteur de l'éducation? C'est la principale question que se posent les citoyens. Au lieu d'améliorer ses services et de résoudre les problèmes des consommateurs, la Jirama met en place des mesures qui aggravent encore la situation des Malgaches. L'annonce officielle de la Jirama ce vendredi dernier a surpris la majorité. Désormais, si un consommateur ne respecte pas le délai de paiement de l'électricité indiqué sur la facture, il sera pénalisé le mois suivant. Les pénalités prendront la forme d'une augmentation de 5% sur la facture du mois suivant, d'une coupure ou même de la suppression du compteur. Les consommateurs malgaches ont été choqués d'apprendre cette nouvelle vendredi soir. Si une facture n'est pas réglée dans le délai imparti, il y aura une coupure d'approvisionnement et une majoration de 5% sur la facture du mois suivant. En cas de non-paiement répété 2 ou 3 fois, le compteur sera retiré. Les consommateurs sont étonnés, car depuis sa création en 1975, la Jirama, une société publique, n'a jamais mis en place de telles mesures, qui est une véritable catastrophe pour les Malgaches. Selon les défenseurs des droits des consommateurs, il est inacceptable de compenser les lacunes internes de la société en pénalisant les clients qui subissent déjà les conséquences des agissements et de la mauvaise gestion de la Jirama. Le nouveau directeur général et ses collègues seront responsables de la détérioration de la situation des Malgaches déjà précaires. Le 11 juillet, le directeur général avait affirmé que la dette de la Jirama s'élevait à 1500 milliards. Ce sont donc nous, les consommateurs malgaches, qui continuent de contribuer à la société, malgré son piètre service, qui vont remplir cet énorme gouffre. C'est à nous donc de payer cette immense dette de la Jirama. Nous ne pouvons accepter cela. Monsieur le directeur général et ses collaborateurs, réfléchissez bien. En tant qu'autorité compétente, c'est vers vous que nous nous tournons. Le SkyEPC vous appelle à trouver un accord avec le peuple. Cette mesure est inacceptable. Si un jour tous les consommateurs décidaient de ne plus payer leurs factures, qui paierait vos salaires? Ce ne sont pas les Malgaches qui paient tant bien que mal leurs factures à la Jirama qui doivent être sanctionnés, mais plutôt les systèmes et les structures qui n'ont pas réglé leurs dettes envers la Jirama. La COP 11 de l'accord de Nairobi se tiendra au CCIVAD du 20 au 22 août prochain. Tous les signataires de cet accord se sont mis d'accord sur la nécessité de renforcer la coopération régionale en faveur d'une économie bleue durable et sur l'amélioration de la gestion de l'océan Indien du côté ouest. En tant qu'île, Madagascar doit collaborer avec les îles voisines dans l'établissement d'une stratégie efficace pour la protection des écosystèmes marins tels que les mangroves. Nous ne sommes pas sans savoir que les océans et surtout la mer pour Madagascar est notre principal écosystème en tant qu'île et que nous subissons actuellement des crises qui menacent nos populations, notamment la pollution de l'eau, la disparition des ressources naturelles et aussi la pêche illicite.
Donc le fait de collaborer avec nos voisins avec qui nous partageons l'océan Indien doit nous permettre d'améliorer notre gestion de nos eaux, de nos écosystèmes côtiers, afin aussi de développer les populations locales qui habitent à côté de ces écosystèmes. Nous pouvons parler par exemple ici plus spécifiquement de la région Boueigne et de la région Sofia, qui vont être parmi les principales bénéficiaires de ces projets. Il y aura des projets de restauration et de protection des mangroves. L'accord de Nairobi, signé en 1985, concerne la protection, la gestion et le développement de l'environnement marin et côtier. Il s'agit d'un accord régional pour l'océan Indien occidental visant à promouvoir une gestion marine durable.